Les aventuriers de l'étrange. Louis Bénédy sur Sud Radio. Bonsoir, je vous souhaite la bienvenue dans les aventuriers de l'étrange sur Sud Radio. Ce soir, nous allons aborder deux sujets passionnants. Durant la deuxième heure, nous allons tenter de découvrir ce qu'est la physique quantique, quelles en sont les théories, comment les physiciens qui travaillent, qui cherchent, voient-ils notre monde et les possibilités d'autres mondes, figurez-vous. Je recevrai tout à l'heure donc Emmanuel Ransford, qui est physicien bien entendu et auteur d'un livre qui a pour titre La nouvelle physique de l'esprit, c'est paru aux éditions Le Temps Présent, et sa théorie à lui, pour interpréter le mécanisme de la physique quantique, c'est la psychomatière. Qu'est-ce que la psychomatière? Eh bien c'est de la matière, toute la matière, les particules élémentaires qui seraient dotées d'une particularité plutôt psychique au sens primitif du terme bien entendu. Alors, nous en parlerons durant une heure, mais avant, avec Renaud Évrard et Pierre Massias, nous essaierons de débattre un petit peu sur ce qu'est la physique quantique et les applications que cela peut avoir dans le monde des phénomènes paranormaux. Mais pour cette première demi-heure, nous allons tenter de répondre à cette question qui taraude beaucoup d'astrophysiciens et de scientifiques en règle générale. La question est: sommes-nous seuls dans l'univers? C'est le titre d'un livre qui vient de paraître aux éditions EPA. Les deux auteurs seront mes invités dans quelques secondes. Ils s'appellent Igor Bogdanov et Grishka Bogdanov. Alors vous le savez, la première chose qui vient à l'esprit lorsqu'on évoque ces noms, c'est la vulgarisation scientifique. Ils viennent de publier un livre vraiment extraordinaire. Et côté scientifique, ça va bien pour eux, merci. Igor est docteur en physique et Grishka est docteur en mathématiques. Vous voyez qu'avec eux, en principe, on ne devrait pas se perdre. Donc, nous allons découvrir l'univers, la création de la vie, comment est-ce que la vie est arrivée chez nous et comment est-ce qu'elle peut-être se retrouve quelque part dans l'univers. Et ensuite, nous parlerons de physique quantique. Les aventuriers de l'étrange. Louis Bénédy sur Sud Radio. J'ai le grand plaisir de recevoir dans les aventuriers de l'étrange sur Sud Radio Igor et Grishka Bogdanov. Igor Bogdanov, bonsoir. Bonsoir. Grishka Bogdanov, bonsoir. Bonsoir, la voix n'est pas tout à fait la même, mais ça se reconnaît quand même. Bon, très bien. Je suis ravi de vous recevoir tous les deux dans mon émission à l'occasion de la publication de votre livre qui s'intitule « Nous ne sommes pas seuls dans l'univers », un livre publié aux éditions EPA. Avant de parler du sujet même de ce livre, quand on parle des frères Bogdanov, tout ce qui vient tout de suite à l'esprit, c'est la vulgarisation scientifique. Alors, Igor ou Grishka, qu'est-ce qui vous a donné envie et surtout le talent de traduire des concepts assez complexes finalement en histoire que tout un chacun peut comprendre? Eh bien, au fond, nous pensons, et en cela nous sommes peut-être un petit peu différents de ceux qui aujourd'hui sont les praticiens de la science. Nous pensons que la science est une aventure qui doit absolument être partagée. À la différence de certains scientifiques qui pensent que c'est trop compliqué, qu'il y a trop d'équations, que le langage est intraduisible et par conséquent que au fond les scientifiques sont seuls habilités à vivre ce domaine, ce monde, traverser effectivement ces régions qu'on appelle donc la science. Et c'est surtout vrai d'ailleurs en physique théorique. Eh bien, nous pensons au contraire que la science est un territoire merveilleux qui fascine et qui est beaucoup plus simple qu'on ne pourrait l'imaginer, et que effectivement il impose un certain nombre de règles, mais qui sont minimales, et qu'on peut le traverser avec émerveillement, sans être pour autant équipé de tout le bagage, de toute la formation que les scientifiques eux-mêmes, les praticiens, peuvent effectivement revendiquer. Ouais. Ce qui est clair, c'est que il existe, et c'est pour être un petit peu plus large, une grande une sorte de figure générale qui est celle du progrès humain, qui a été liée à ce qu'on appelle la démocratie donc partage du pouvoir, et nous pensons qu'il existe une démocratie tout aussi importante
qui est dans le domaine du savoir, qui est le partage du savoir. Ouais. De ce point de vue-là, la démocratie du savoir, pour nous, est au cœur de ce que nous pensons, au cœur de ce qui nous fait rêver, et au cœur aussi de ce qui nous fait agir. Partager effectivement le mystère du monde et son émerveillement avec les autres, eh bien, c'est ce qui nous pousse à non seulement fabriquer des concepts en sciences, mais aussi à les élargir dans le cadre de ce que nous n'appelons pas d'ailleurs effectivement la vulgarisation, mais l'élargissement. Et nous pensons effectivement que toute vraie dimension scientifique, tout vrai progrès scientifique et ce qui caractérise finalement la science dans son fondement, c'est quelque chose de simple. Quand il y a un vrai progrès, il est communicable. Ouais. Et il repose sur des choses simples. Alors, Igor et Grishka Bogdanov, parlons maintenant de votre livre « Nous ne sommes pas seuls dans l'univers » aux éditions EPA. Un grand beau livre, comme on le dit dans le métier, extrêmement bien documenté. Avant de s'intéresser même à savoir s'il y a de la vie ailleurs, il faut essayer de comprendre la vie ici. Comment est-ce qu'elle a démarré? Comment est-ce qu'elle s'est construite? Comment on est passé du solide au vivant? Et ça, qu'est-ce qu'il faut en quelques mots comme facteur pour que la vie émerge quelque part? En fait, pour que la vie émerge quelque part, il faut d'abord des conditions exogènes et des conditions endogènes. Alors je m'explique. Sur le plan astronomique, il faut qu'il y ait un système solaire. Ouais. Ce système solaire, lui, doit être composé bien évidemment d'un soleil, et puis autour de ce soleil, de planètes qui gravitent autour. Mais attention, le soleil et la planète doivent être d'un type tout à fait particulier. Parce que comme les lecteurs de ce livre le découvriront, s'ils ne le savent déjà, il existe quantité de soleils qui sont beaucoup plus gros que le nôtre, beaucoup plus massifs. Quelquefois, ça peut être 100 à 1000 fois plus rayonnant, etc. Donc, au contraire, plus petit. Ouais. Et, Plus chaud et plus froid. Plus chaud et plus froid, comme dit Grishka. Mais alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on se trouve en face d'un soleil qui, comme Antares par exemple, est incroyablement plus gros et plus rayonnant, plus énergétique que notre soleil, eh bien ça veut dire que ce genre de soleil-là n'a pratiquement aucune chance, si ce n'est aucune d'ailleurs, de contenir un système solaire. Ce sont des soleils dits de première génération, qui sont donc des monstres stellaires, des étoiles monstrueuses, Ouais. qui ne présentent absolument pas de planètes en orbite autour d'eux, tout simplement parce que ce sont des étoiles dites légères. Elles n'ont pas d'éléments lourds. Elles sont en train de les fabriquer, ces éléments lourds. Et lorsqu'elles auront épuisé toutes les réserves d'hydrogène qui les constituent à 90%, eh bien, elles vont se transformer en supernova, elles vont exploser, et ça veut dire que projeter tous les éléments lourds qu'elles auront fabriqués dans les régions centrales vers l'extérieur, et ce sont ces éléments lourds qui donneront naissance plus tard à des planètes. Peut-être. Puisque sur Terre, il y a évidemment des éléments lourds dont vous, moi et tous les objets qui nous entourent sont constitués. Ouais. Donc ça, c'est la première condition. Il faut que l'étoile soit relativement petite, qu'elle appartienne à une catégorie qui s'appelle les étoiles de type F ou éventuellement pas F, G par exemple, parce que les F sont éventuellement propices à la vie, mais disons que elles sont pas dans le cœur de cible. Le cœur de cible, ce sont des étoiles de type G, comme notre Soleil, et éventuellement on peut descendre en dessous, on peut aller jusqu'à des étoiles de type M, qui sont des naines brunes, qui, bien qu'elles soient beaucoup moins chaudes que notre Soleil, qui lui rayonne en température de surface à peu près à 6000 degrés, elles vont rayonner, elles, vers 3200 degrés, mais si, et c'est la deuxième condition, il existe des planètes solides, que ces planètes soient situées à la bonne distance, c'est-à-dire en l'occurrence là, c'est en gros, il faudra compter à peu près entre 50 et 70 millions de kilomètres pour un petit soleil de type M, naine brune, donc il faut s'approcher plus près pour recevoir les bonnes quantités de rayonnement, mais si les conditions d'éloignement sont respectées, eh bien à ce moment-là, on a des chances, de fortes chances pour que la vie puisse se développer. Ouais.
Alors là, je me retourne vers vous, Grishka. Dites-nous un petit peu quel est le mécanisme assez étonnant qui se produit pour que l'on passe de quelque chose de solide, j'allais dire, de tout à fait inanimé, à quelque chose d'animé. Quelle est cette petite instant de magie qui donne vraiment la vie? Est-ce qu'on en a une idée? Ah, Louis, là, vous frôlez le mystère suprême. Ah, complètement, oui, c'est la création de la vie. C'est là où se rejoignent à la fois un certain nombre de connaissances, dont des connaissances nouvelles d'ailleurs qui sont récentes, et puis en même temps des interrogations, car les biochimistes, les biophysiciens qui se rejoignent sur cette frontière ont conscience du fait que quelque chose est encore irréductible sur cette frontière, et que des phénomènes qui sont fascinants recouvre d'autres événements qui sont sous-jacents et que on ne comprend pas encore. Il y a, en quelque sorte, dans l'histoire de la vie, il y a deux choses. Il y a d'une part ce qu'on appelle l'évolution. Donc on passe effectivement de l'inerte au prévivant, puis du prévivant au vivant. Ouais. Et ce saut du prévivant au vivant, eh bien, c'est effectivement un saut qui contient un certain nombre de vides, qu'on appelle des chaînons manquants et que pour l'instant, évidemment, on n'est pas encore complètement capable de comprendre. Mais malgré tout, un certain nombre de choses aujourd'hui, par rapport à ce que nous savions il y a 10 ou 15 ans, commencent à être mieux comprises. Mieux comprises par quelle discipline? Eh bien, essentiellement par ce qu'on appelle la biophysique. C'est une discipline nouvelle qui est différente, bien entendu, de la biochimie. Et cette discipline nouvelle nous amène à découvrir qu'il existe des passerelles entre le monde physique, c'est-à-dire le monde de la matière, et le monde du vivant, le monde biologique. Ouais. La biophysique, c'est une solution de continuité, en fait, presque idéale, hein, entre ces deux mondes. Alors, pour dire quelques-unes des découvertes qu'on a fait dans les 10 dernières années, on a découvert par exemple que les molécules prébiotiques, par exemple des acides aminés, un certain nombre de briques fondamentales de la vie, eh bien, elles sont dotées de propriétés de capillarité, de propriétés de rapprochement les unes avec les autres, ou au contraire d'éloignement les unes par rapport aux autres, qui sont très mystérieuses, parce qu'on ne sait pas pourquoi elles se comportent comme ça, mais au bout du compte, ce qui se passe, c'est que ces briques, eh ben, elles fabriquent des maisons. Et ce qui est extraordinaire, c'est que cette recette de fabrication, personne ne sait d'où elle vient, ouais. Parce qu'elle est inscrite effectivement dans la matière, et elle est là, hein, c'est qu'effectivement on voit que les briques, elles se rapprochent ou elles s'éloignent, elles fabriquent des structures de plus en plus complexes. Il y a un principe de complexité. Ce principe de complexité, eh bien, il est observable, comme on observe un certain nombre de choses dans la nature, eh bien dans la nature on l'observe. Et on l'observe au cœur même de ces phénomènes de l'infiniment petit, qui devient infiniment complexe. Ouais. Eh bien, pourquoi et comment? Là commence effectivement le mystère, parce que il est très difficile de dire pourquoi certains sauts, qui sont des sauts infranchissables, eh bien, sont malgré tout franchis. Et on nous dit effectivement on nous disait jusqu'à présent, que comme la nature n'est pas très économe et qu'elle est, en un certain sens, alors je dis une chose paradoxale, parce que la plupart du temps on dit qu'elle est économe, mais non, elle n'est pas très économe quand on considère, par exemple, l'éparpillement de toutes les solutions possibles face à un espace immense qui est l'espace où le hasard va effectivement tenter toutes les solutions. Alors on dit effectivement on est dans une loterie, et si vous avez effectivement un seul billet à acheter, vous avez moins de chance que si vous achetez 1 million de billets. Évidemment. Et la nature, elle achète 1 million de billets. Oui, c'est vrai. Simplement, il est extraordinaire de voir que dans certaines situations, le hasard joue un rôle extrêmement restreint. Et que, en fait, il est très contraint par autre chose. Cette autre chose, c'est ce que le grand biologiste Monod appelait une nécessité sous-jacente. Cette nécessité sous-jacente correspond à des lois. Ces lois sont engrammées au cœur de la matière et elles nous obligent à nous poser la question, mais quelles sont exactement ces lois? Alors on commence à les comprendre, mais surtout, qui les a écrites? Comment sont-elles apparues? Justement, là, on n'a pas la réponse. Ça, c'est une question que je voudrais poser aux physiciens. Igor, oui. Est-ce que nous sommes seuls dans l'univers? On développera évidemment toute la démarche que vous avez écrite dans votre livre lors d'une prochaine émission. J'aurai le plaisir de vous avoir dans la première quinzaine de janvier. Mais cette question est essentielle parce que sommes-nous seuls dans l'univers? Les deux réponses sont absolument effrayantes et fascinantes en même temps.
Oui, parce que en effet, je posais d'ailleurs la question ce matin à une amie. Je lui ai demandé, mais est-ce que tu préférerais qu'on soit seul dans l'univers, ou bien est-ce que tu préférerais avoir la certitude que, bien, voilà, les planètes sont habitées, Ouais. et que nous ne sommes pas seuls? Elle m'a dit, effectivement, je ne sais pas. Parce que, en effet, on a le sentiment que la certitude que la vie s'est développée ailleurs et qu'elle a pu donner naissance à d'autres êtres intelligents et éventuellement à d'autres civilisations, Pourquoi pas, ouais. cette certitude-là fait un petit peu peur. Nous, Grishka et moi, nous sommes convaincus depuis très longtemps que, en regardant donc, en levant les yeux vers les étoiles, que nous ne sommes pas seuls dans l'univers. Parce que ce qui s'est produit sur la Terre il y a 3,8 milliards d'années, c'est nécessairement reproduit ailleurs, pour peu que les conditions soient réunies. La vie ne demande qu'à apparaître. Lorsque on observe, par exemple, un nuage interstellaire comme la nébuleuse d'Orion, eh bien, dans la nébuleuse d'Orion, qu'est-ce qu'on va voir? Eh bien, on va découvrir que cette nébuleuse est saturée d'acides aminés, qu'il y a là-bas, il y a de l'eau, il y a du carbone, il y a toutes sortes d'éléments qui sont déjà des éléments constitutifs de la vie. Voilà, prébiotiques, et on voit que pour peu qu'un certain nombre de conditions soient réunies, bien la vie va forcément apparaître. Et ce qui est extraordinaire, c'est que l'on constate que toute l'histoire de l'univers, depuis le feu initial, au moment du Big Bang, il y a 13,7 milliards d'années, jusqu'à aujourd'hui, 13,5 milliards d'années après, où nous sommes là pour observer cet univers, pour l'analyser, pour voir de quoi il est fait, pour comprendre de mieux en mieux son histoire, eh bien on se rend compte que tout ça préside à une sorte de, comment dire, de développement dont aucun élément n'aura été laissé au hasard. Autrement dit, ce que l'on doit bien comprendre, c'est que depuis la première soupe de quark, la soupe primitive, jusqu'à l'hydrogène qui apparaît dans les 3 premières minutes de l'univers, et puis plus jamais après. Ce qui fait d'ailleurs, et on peut le rappeler pour nos auditeurs, que lorsque l'on boit un verre d'eau, eh bien, on va boire des atomes d'hydrogène qui ont été fabriqués pendant les 3 premières minutes de l'hydrogène, de l'univers, mais plus jamais après. Il n'y a plus de synthèse d'hydrogène. L'usine à hydrogène est fermée parce que l'univers se refroidit, que les conditions d'énergie ne sont plus suffisantes, et que ensuite cet hydrogène, lui, eh bien, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se rassembler dans les grands nuages d'hydrogène qui vont donner naissance à des monstrueuses étoiles, qui vont fabriquer des éléments d'eau, qui vont exploser, qui vont donner naissance à des corps planétaires, et ainsi de suite. Et la vie va démarrer comme ça. Et ce qui est extraordinaire, c'est que toute cette aventure nous confronte à un enchaînement d'événements qui sont de plus en plus complexes. L'univers devient de plus en plus complexe. C'est l'aventure même de la complexité. Et donc cette aventure-là conduit nécessairement à la vie et nécessairement à la conscience. C'est ce qu'on doit comprendre. Ce qui s'est produit sur la Terre n'est qu'un événement banal qui évidemment s'est reproduit partout ailleurs. Il existe 100 milliards au moins d'étoiles dans notre galaxie. Eh bien, si nous ne retournons qu'un % eh bien, on dira qu'il existe encore 1 milliard d'étoiles susceptibles d'abriter la vie. Donc la réponse est oui. Comparable au nôtre. L'univers regorge de vie, il est saturé de vie. Dernière question rapidement, Grishka, avant de vous libérer, parce que vous avez pas mal d'obligations. Question intéressante à poser à un mathématicien. Et Dieu dans tout ça, puisque vous avez parlé de qui a écrit ces lois? En fait, la réponse est toujours la même. Quand on s'appuie sur le hasard, c'est comme si on s'appuyait sur un mur friable. On finirait par tomber. Ouais. Il faut bien autre chose. Il faut un maçon pour effectivement fabriquer l'ordre dans lequel nous vivons. En un certain sens, le physicien théoricien, le physicien mathématicien plutôt, et d'ailleurs plus mathématicien que physicien, répondra de la manière suivante. En fait, nos travaux, Igor et moi, nous ont amenés à nous interroger sur l'origine de l'univers. Et quand on s'interroge sur l'origine, on s'interroge sur la création. Quand on s'interroge sur la création, on se demande, mais qui a mis le feu, comme le disait le grand Stephen Hawking, qui a mis le feu aux équations? Ouais. Eh bien, en fait, notre conviction, après des années de recherche, est que non seulement l'univers n'est pas né par hasard, mais que, en plus, comme le dit un très grand astrophysicien américain, l'univers n'est finalement pas une grande machine, mais c'est une vaste pensée.
penser. Comment comprendre ce que, effectivement, je viens de dire? Eh bien, c'est très simple, finalement. Il y a 3 étages à la réalité. Ouais. La réalité est une belle architecture avec 3 étages dont finalement les 3 sont visibles, bien que le premier étage, en fait, si on peut dire, soit difficile à percevoir. Regardons effectivement sur l'étage qui est le nôtre, qui est celui de la matière. C'est au fond le premier état, la première étape dans laquelle effectivement on peut concevoir la réalité et la percevoir, agir sur elle, et elle agit sur nous. Bon, c'est la matière. Un grand physicien, le plus grand probablement, qui ait jamais été amené à développer ses recherches et qui a été connu en physique théorique, c'est Albert Einstein qui dit qu'il existe une équivalence entre la matière et un autre état plus subtil de la réalité qu'on appelle l'énergie. Donc c'est le deuxième état finalement de la réalité. Ouais. Donc l'énergie, c'est par exemple la lumière, c'est la force de gravitation, c'est ce qui fait que nous marchons sans décoller de notre planète, etc. Donc puis c'est aussi la force forte et la force faible. Ce sont des interactions qui sont présentes mais qui sont visibles indirectement, mais pas directement. Ouais. C'est pas comme la matière. Eh bien, nous pensons en fait qu'il existe un 3e état, ce qu'on appelle le 3e étage en quelque sorte de la réalité, qui lui est encore plus subtil et que nous appelons l'information. L'information, ce sont les lois, justement. Les lois de l'univers, font les équations. Et la grande question qui se pose, c'est à quel moment est-ce que cette information se manifeste? Eh bien, elle se manifeste bien entendu maintenant, mais d'une manière cachée. Alors qu'autrefois, il y a très longtemps, lorsque l'univers est apparu, elle se manifestait effectivement de manière dominante, cette information. Lorsque le Big Bang commence, on est dans un déferlement d'énergie, un torrent d'énergie qui aujourd'hui a engendré la matière. Lorsque le Big Bang commence, c'était il y a 13 milliards, 700 millions d'années. Oui. Eh bien, avant le Big Bang, c'est passé quelque chose d'autre. Ce quelque chose d'autre, il faut remonter jusqu'à l'instant zéro pour le trouver. Et ce que l'on trouve sur ce point que les physiciens théoriciens depuis tant d'années ont cherché, qu'on appelle la singularité initiale, eh bien, c'est non plus de la matière n'existe pas sur le point zéro, à l'instant zéro, pas encore. Ce n'est pas non plus de l'énergie n'existe pas à cet instant zéro, bien sûr que non. Eh bien, c'est encore autre chose. Et cette autre chose, c'est précisément l'information. Cette information, elle est telle qu'elle contient tout ce qui, effectivement, va permettre ensuite à l'univers de se développer. Nous avons employé pour ça une image avec Igor, et nous disons que cette information sur le point zéro est exactement dans le même ordre d'idée que l'information génétique qui va permettre à un animal ou à un être humain de se développer et de grandir, etc. Donc c'est en quelque sorte un code. Et le code génétique pour un être vivant existe, et c'est ce qui nous permet effectivement à tous d'exister, mais à l'échelle de l'univers, on peut lui comparer l'existence d'un autre code que nous pouvons appeler le code cosmologique, qui lui est une information primordiale à partir de laquelle tout l'univers va non seulement apparaître, mais ensuite évoluer de manière très précise. Et la grande question que vous posiez tout à l'heure, Dieu dans tout cela, elle se résume à ça, c'est qui ou quoi, quelle entité, quelle transcendance a créé ce code qui lui va permettre effectivement d'engendrer tout le reste, c'est-à-dire l'univers sous sa forme énergie et sous sa forme matière. C'est toute la grande question. Mais en effet, sur ce point zéro, il s'est bien passé quelque chose, et il y a bien eu une information originelle, une écriture en quelque sorte, d'essence mathématique, purement mathématique, et cette essence mathématique, elle nous amène à conclure, comme l'a dit un jour un très grand mathématicien, Dieu a créé les nombres et la nature a fait le reste, c'est certain, mais un autre grand mathématicien a dit, si Dieu existe, de toute façon, il est lui-même mathématicien. Le physicien est d'accord là-dessus, Igor. Ah, totalement, il est absolument d'accord, parce que la physique et les mathématiques, évidemment, sont faites pour correspondre étroitement et profondément l'une avec l'autre. J'imagine bien. Merci beaucoup en tout cas Igor Bogdanov, merci beaucoup d'être sorti d'une réunion rapidement pour pouvoir répondre à mes questions. Grishka Bogdanov, merci également. Ah merci, mais merci à Sud Radio surtout. C'est une joie de nous retrouver parmi
ceux qui sont presque nos concitoyens, parce que effectivement on est né dans le Gers. Oui, Donc, tout à fait. Donc Sud Radio pour nous c'est notre pays. C'est un retour au pays. Merci Voilà. à tous les deux et on se retrouve première quinzaine de janvier à l'occasion de la publication d'un autre livre et on reviendra sur celui-ci plus en détail si vous le voulez bien. Merci mille fois. On parlera des deux en même temps et on sera deux. Ok. Tout ira bien. Bonne fête de fin d'année à tous en tout cas. Hein. À vous aussi. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, à bientôt. Au revoir. Sud Radio. Les aventuriers de l'étrange.